De retour dans la belle équipe avant de poursuivre nos débats, un point sur l'actualité avec vous, Mélodie Stevenson. Et oui, tout à fait. Bienvenue dans ce journal. À la une, de gros moyens déployés après un départ de feu à Quexas dans les Pyrénées-Orientales. L'incendie a démarré peu avant 15 heures. Une centaine de sapeurs-pompiers sont sur place. En 1 heure, 4 hectares de forêt ont déjà été ravagés par les flammes. L'hélicoptère bombardier d'eau est également sur l'intervention en renfort des hommes au sol. En Outre-mer, la situation sanitaire se dégrade, notamment en Polynésie. Écoles, bars et restaurants ferment à partir de lundi. L'archipel se reconfine pour au moins 2 semaines. Les hôpitaux sont déjà saturés. Les précisions de notre correspondant Wallis Glaise. À situation incontrôlable, mesure drastique. Un confinement a été décrété à partir de demain et ce pour 15 jours à Tahiti, Moorea et les îles sous le vent. Pour le reste du territoire, le couvre-feu sera avancé à 20h. Les établissements scolaires seront fermés. Les commerces dits non essentiels, bars, restaurants, sites culturels et de loisirs également. Seule exception pour les restaurateurs autorisés à livrer leurs plats à domicile. Il faut dire qu'ici, en Polynésie, la situation est intenable. Les structures de soins sont saturées. Ici, l'hôpital du Taonais, derniers mois, n'en finit plus de se réorganiser pour accueillir les malades. 24 lits supplémentaires ont été installés dans le hall de l'établissement. Le haut-commissaire de la République a promis de nouveaux renforts de la réserve sanitaire nationale. Ils s'ajouteront aux 8 soignants arrivés il y a quelques jours de Nouvelle-Calédonie. Mais la triste réalité est aussi que la Polynésie doit enterrer ses morts à la hâte. Les cimetières sont submergés. En l'espace de 3 semaines, avec l'explosion du variant Delta, les Polynésiens ont déjà connu 110 décès, du jamais vu depuis l'apparition de la pandémie dans le territoire. Dans les écoles, quelle est la feuille de route pour la rentrée scolaire? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné les grandes lignes, les détails avec Clémence Barbier. Le protocole sanitaire retenu pour la rentrée du 2 septembre est celui dit de niveau 2, de la maternelle au lycée. Tous les élèves suivront les cours en présentiel. Le port du masque est obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire. L'aération des classes est aussi renforcée. Les sports de contact en intérieur sont interdits. Dès la 6e, si un élève vacciné est cas contact, il continuera de suivre les cours en présentiel. En revanche, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ils devront s'isoler 7 jours. À l'école primaire, les classes ferment dès le premier cas et l'apprentissage se poursuit à distance. Pour encourager les élèves qui n'ont pas encore reçu leur injection, des équipes médicales viendront soit vacciner dans les établissements scolaires, soit organiseront le déplacement des élèves volontaires vers des centres de vaccination. Enfin, le pass sanitaire n'est pas exigé dans les établissements, mais il reste obligatoire dans les lieux accueillants du public, comme les musées. Parents et élèves de plus de 12 ans devront donc obligatoirement montrer leur pass sanitaire s'ils participent à des sorties scolaires dans ces lieux. Et justement, quel est l'avis des parents sur ce protocole? On leur a posé la question à Lille. C'était au micro de Marine Kijek. Je pense que le pass sanitaire sur les endroits un peu festifs est important, mais là, en statique, en scolaire, pour moi, voilà, si tout le monde fait attention et respecte les gestes barrières, on devrait pouvoir se sortir de cette mauvaise passe. On se rend compte que les enfants, ils peuvent attraper aussi le Covid. À l'origine, ils ne pouvaient pas. Maintenant, ils peuvent l'attraper. Ça reste des personnes qui travaillent dans un milieu où il y a beaucoup de monde en fait, dans la salle. Donc, ça aurait pu être bien, oui, peut-être. Ouais. Et dans le reste de l'actualité, la cité phocéenne est une nouvelle fois le théâtre de violents affrontements, de règlements de compte. 2 fusillades ont éclaté hier soir dans les 4e et 14e arrondissements de Marseille. 3 personnes ont perdu la vie. Les détails de Clément Pergnard. Il est près d'1h du matin ce dimanche lorsque des coups de feu éclatent dans le quartier de la Marine Bleue, dans le 14e arrondissement de Marseille. 2 hommes âgés de 25 et 26 ans sont mortellement touchés, malgré l'intervention des marins-pompiers. Dans la même nuit, un homme est emmené de force dans un véhicule dans le 4e arrondissement, en plein cœur de Marseille. La voiture a été retrouvée dans le 13e arrondissement, avec à l'intérieur un corps calciné. Une situation intenable pour les forces de l'ordre. Voilà où on en est à Marseille aujourd'hui. Il faut arrêter de se voiler la face. L'insécurité est totale, l'insécurité est globale. Et si on laisse la police toute seule face à ça, je vous le dis très clairement, on n'y arrivera pas. Il n'y a plus une personne maintenant qu'on contrôle sans une arme sur elle. Il n'y a plus une personne qui n'a pas un minimum un couteau. Les 3 victimes étaient connues pour trafic de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.
Cette nuit sanglante intervient 4 jours après le meurtre d'un adolescent de 14 ans dans la cité phocéenne. Aux États-Unis, l'ouragan Henri rétrogradé en tempête tropicale qui doit frapper les terres du nord-est. Il s'était renforcé en catégorie 1 avec des vents allant jusqu'à 100 km, 110 km/h. Les autorités demandent la plus grande prudence à la population face notamment à de potentielles inondations et coupures de courant. Les précisions de Thomas Chama. Il devait marquer les retrouvailles des artistes avec le public new-yorkais, mais le concert a été de courte durée, menacé par la tempête tropicale Henri. Due to approaching severe weather, all persons should move quickly and calmly to the nearest exit and proceed to your vehicles and protected areas. Voilà 30 ans qu'un tel phénomène météorologique n'avait pas frappé les côtes nord-est des États-Unis. Des vents allant jusqu'à 110 km/h et des précipitations importantes doivent toucher Boston en soirée. Hier soir, le gouverneur du Massachusetts craignait le pire. Les routes peuvent être complètement inondées dans certaines zones, ce qui signifie que vous ne devriez pas les traverser. Vous devez toujours vous préparer à la possibilité de panne de courant ici aussi, et nous serons prêts à vous aider pour l'assèchement des routes, le nettoyage des débris et le rétablissement du courant dès que cela deviendra nécessaire. Sur place, les habitants font des provisions, les rayons de supermarchés sont vidés et les maisons protégées. Nous allons probablement embarricader une demi-douzaine ici sur la côte. Les gens n'arrêtent pas d'appeler. Sur la côte, les parcs et les plages sont d'ores et déjà fermés et ne devraient pas rouvrir avant lundi soir. Après les JO de Tokyo, c'est au tour des JO paralympiques prévus le 24 août. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées était sur notre antenne. Elle encourage tous les Français à suivre cette nouvelle édition. L'ensemble des Français peuvent participer. Ils vont découvrir des nouveaux sports, des nouveaux parasports. Alors, on parle maintenant de parasport, pour pouvoir dire, parce qu'avant on parlait de handisport, de sport adapté. Maintenant, on regroupe ça en parasport. Et puis dire aussi que c'est une équipe unifiée. C'est la première fois que nous avons lancé l'équipe de France unifiée, olympique et paralympique. Après les JO de Tokyo, le 24 août aura lieu le coup d'envoi des JO paralympiques de Tokyo. Vous l'avez vu à cette occasion, zoom sur un sport, une discipline où la France est numéro 1 mondial, le rugby fauteuil, un sport original inventé au Canada en 1976 que nous font découvrir Léo Miancourt et Maya Anaïs Yatagen. Les blancs marquent par là, les bleus marquent par là. C'est parti pour 32 minutes de jeu effectif pour ces deux équipes de 4 joueurs en fauteuil manuel. Pour gagner la partie, il faut marquer le plus d'essais en franchissant la ligne de but adverse. Voici le rugby fauteuil, un handisport créé pour des personnes tétraplégiques qui s'inspire du hockey sur glace et se joue sur un terrain de basket avec un ballon de volley. Un ballon rond sur un terrain de basket, ça rebondit quand même vachement plus droit et c'est vachement plus plus facile à attraper et ça rebondit de façon plus prévisible qu'un ballon de rugby. Du rugby, ce sport a pris les chocs aussi violents que bruyants, mais entre fauteuils uniquement. On a le fauteuil offensif qui va avoir un avant arrondi qui va permettre de rebondir sur les impacts et aller marquer. Et les fauteuils défensifs avec une grille à l'avant. Et donc du coup, cette grille, elle est vouée à venir se mettre ici pour pouvoir bloquer la roue. Pour l'instant, cette discipline olympique compte 200 licenciés en France dans une quinzaine de clubs. Et avant de refermer ce journal, Joséphine Baker rentrera au Panthéon le 30 novembre. Célèbre chanteuse, danseuse et meneuse de revue franco-américaine. Elle sera panthéonisée à la demande du président Emmanuel Macron. La cérémonie à l'honneur de cette femme engagée contre le racisme et figure de la résistance. Notamment, vous le voyez à l'écran, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'est félicitée, a salué l'initiative très heureuse de la décision du président de la République de faire rentrer au Panthéon Joséphine Baker, modèle de la femme vaillante et généreuse. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la belle équipe avec Samy Sfaxi et ses invités. La suite du débat. Merci beaucoup, Mélodie Stevenson.